Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de ça, Xanax, Seresta et tous les apparentés, donc Lexomil, Valium, Temesta, donc tout ça ce sont des noms de marque et les noms des molécules à l'intérieur qui appartiennent à la famille des benzodiazépines. En général ça finit tout le temps en am comme alprazolam, oxazépam, bromazépam, lorazépam, etc., etc. Mais c'est vrai que dans la population générale, en général, on les connaît sous leur nom de marque, avec peut-être le plus connu, le Xanax, le Lexomil. Enfin bref, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler peut-être. Et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, vous êtes au bon endroit parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler des benzodiazépines qui sont des, est-ce que vous avez le mot, qui sont des anxiolytiques. Et pourquoi on va parler de ça? Bah parce que c'est quelque chose de très prescrit en France. Donc, quel classement on a en Europe, je ne saurais pas trop vous dire. Aux dernières nouvelles, on était dans le top 3 de ceux qui consomment ce type de médicaments. Et donc, c'est vrai qu'il y a un usage très important dans la population et au risque d'avoir du mésusage. C'est-à-dire, qui dit usage, eh bien, on a le bon usage du médicament parce que si le médicament est présent, c'est qu'il a ses indications. On va les voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais malgré tout, et ça, c'est le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui consomment ça depuis longtemps, qui en sont dépendants et c'est de ça aussi qu'on va parler. On va essayer de faire un petit peu une mise en garde et d'expliquer, bon voilà, à quoi ça sert, comment ça marche, dans quel cas on prescrit ce genre de médicaments, à quoi il faut faire attention, chez qui il faut faire attention, qu'est-ce qui se passe justement quand on devient dépendant et comment faire pour essayer de sortir justement de la dépendance de ce type de médicaments. Donc, ces médicaments, comme je l'ai dit, sont des anxiolytiques. Donc, on les prescrit à visée d'apaisement dans certaines situations et je vais y venir après. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, ben en fait, comment ça marche? Eh bien, il faut savoir que dans votre cerveau, vous avez vos neurones. Entre chaque neurone, vous avez des connexions, comme ça qu'on appelle des synapses. Au niveau de ces synapses, vous avez plein de récepteurs, plein de trucs différents. Et on a des récepteurs qu'on dit GABA. Les récepteurs GABA qui, en fait, vont permettre de recevoir un neurotransmetteur. Donc voilà, une genre de molécule chimique qui passe d'un neurone à l'autre, qui, une fois reçue et activée, permet de vous apaiser. D'accord? Et il y a certaines molécules qui vont activer ces récepteurs. Il y en a une grande que vous connaissez tous, bien au-delà du médicament, c'est quoi? C'est l'alcool. L'alcool va avoir une action sur les récepteurs GABA. Donc, c'est pour ça qu'avec une consommation d'alcool, on peut avoir cet effet d'apaisement, d'anxiolyse, de détente. D'accord, on a une activation de ces récepteurs. Et en fait, bah, ce type de médicament va agir un peu voilà, sur les mêmes récepteurs et on va retrouver finalement ce même effet à la fois tranquillisant, sédatif, mieux relaxant aussi, qui relâche les muscles. D'accord? Donc, voilà comment finalement l'effet escompté est retrouvé. Et au-delà de ça, ces médicaments vont activer le système de la récompense via les voies de la dopamine. Vous connaissez un petit peu la dopamine, ce neurotransmetteur qui est celui un peu du bien-être, du bonheur, etc. En fait, oui, vous allez être pas bien, vous allez prendre ça, vous allez vous sentir mieux. Il y a un système dans le cerveau qui va se mettre en jeu, qui va faire que vous dites « Waouh, c'est plutôt agréable quand même ». Et le cerveau va chercher, avec le temps, à reproduire l'effet. Et c'est comme ça que s'installe, que ce soit pour les médicaments, pour l'alcool ou pour pas mal aussi d'autres molécules, ou même pas que les molécules, hein, les jeux, les choses comme ça, eh bien l'addiction. D'accord? On a le système de la récompense qui s'active avec tout le temps cette volonté de retrouver cette sensation de plaisir et parfois avec des seuils de tolérance qui arrivent, c'est-à-dire on arrive à un moment où on dit ouais, il en faut quand même un peu plus pour recevoir l'effet. Et avec après la conséquence directe qui en suit, bah, c'est la dépendance vraiment physique et psychique avec les syndromes de sevrage. C'est-à-dire, au moment où vous arrêtez, là, vraiment, pour le coup, ça se passe très mal aussi. Donc, voilà un petit peu pour faire le point. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Juste pour comprendre, bon, finalement, comment ce médicament marche sur le cerveau, qu'est-ce que ça met en jeu. Mais maintenant, en termes voilà, d'effets escomptés, j'y reviens rapidement, mais je l'ai déjà dit, on a principalement l'effet d'anxiolyse qui est très recherché, le fait de calmer les angoisses, de calmer l'anxiété. Après, on a le côté aussi sédatif, le côté qui permet en fait de pouvoir dormir, de pouvoir s'endormir.
D'accord? On a un côté aussi mieux relaxant qui va relâcher les muscles. Donc, voilà, c'est un petit peu les principaux quand même effets recherchés. Dans quelles indications, maintenant, on va le prescrire? Parce que voilà, est-ce que je prescris ce type de médicament? Oui, je prescris ce type de médicament, même si à chaque fois que je le prescris, je vous avoue, j'ai cette petite appréhension, cette anxiété. Pourquoi? Attendez, je ne vais pas vous faire peur, c'est pour vous rassurer. C'est parce que quand je prescris un médicament, après, je ne sors pas de la consultation avec le patient en le tenant par la main, en étant chez lui et en voyant comment il se comporte. D'accord? Ce qu'il est important de faire quand on prescrit ce médicament, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de dire voilà à quoi ça sert, de quelle manière on va le prendre et qu'est-ce que ça peut induire. Mais surtout, nous, qu'est-ce qu'on recherche et comment on va essayer de prendre ce traitement. Mais voilà, vous ne pouvez pas savoir toujours si la personne va faire un mauvais usage par la suite de ce type de traitement. Et c'est pour ça qu'il est très important de réévaluer régulièrement l'effet du médicament et sa prescription. Ce n'est pas un médicament qu'on va prescrire longtemps, normalement. Et donc, je vous explique un petit peu à quel moment on va le prescrire. Les grandes indications. Bon, bien évidemment, les troubles anxieux. D'accord? Gros troubles anxieux avec beaucoup de crises d'angoisse, etc. Donc, ça peut être un traitement qu'on va prendre de manière ponctuelle pour calmer des grosses angoisses. Voilà, et je le dis aux patients, c'est un peu comme la douleur et le Doliprane. Enfin, Doliprane, Efferalgan, etc., le paracétamol. Vous sentez la chose venir, vous avez très mal, bon, vous prenez votre médicament pour la douleur, ben là c'est pareil pour la grosse crise d'angoisse, l'anxiété. Mais on reste évidemment avec la prise ponctuelle. On n'est pas là à le prendre 3-4 fois par jour de manière systématique pendant 4-5 mois. Ok? C'est pas comme ça qu'on va le prendre. On va le prendre un petit peu de manière ponctuelle en fonction des besoins. Et à côté, le traitement du trouble anxieux généralisé, par exemple, ça va être autre chose. Il y aura d'autres familles de médicaments. D'ailleurs, regardez, j'ai une boîte ici, mais on en fera une autre vidéo parce qu'il ne faut pas confondre les anxiolytiques avec les antidépresseurs. Là, j'ai une boîte ici. On en parlera dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Fluoxétine, duloxétine, ce genre de traitement, d'accord? Enfin, la Lafaxine, dites-moi un petit peu. Donc, les anxiétés, les angoisses. Après, à côté de ça, je parlais d'antidépresseurs. La dépression. Donc, la dépression, au début justement de la maladie, de l'instauration du traitement antidépresseur, on peut prescrire pour une période plus ou moins courte. Voilà, on va dire maximum 3 mois, mais en général, on s'arrête à 2 à 4 semaines, c'est-à-dire vraiment sur le début de l'instauration du traitement antidépresseur, parce qu'on se dit que le traitement antidépresseur, ça ne fait pas effet tout de suite. Alors que ce genre de médicament anxiolytique, ça marche direct. Hein. Je vous ai dit, c'est comme un antidouleur, vous prenez, ça vous calme. Mais après, l'effet disparaît, vous êtes obligé d'en reprendre un. Alors que l'antidépresseur, c'est un traitement de fond qu'on prend tous les jours, qui ne fait pas effet tout de suite, mais une fois qu'il fait effet, on commence vraiment à se sentir mieux sur le long terme. Cependant, quand certaines personnes viennent vous voir qu'elles sont vraiment au bout du rouleau, très anxieuses, très angoissées, qui n'arrivent plus à dormir, c'est compliqué parfois de dire bah, tenez le traitement antidépresseur, on va attendre 3 semaines, 1 mois de voir que ça marche. Et puis voilà, bah, des fois au début, on instaure un traitement anxiolytique qu'on va essayer de régler en fonction du patient, etc. Histoire de calmer la grosse crise le temps que le médicament de fond fasse effet. Ok? Donc ça, c'est aussi une manière de prescrire l'anxiolytique. Et ce qui est important de faire et de dire, c'est qu'au moment où on prescrit au patient, c'est ça en fait, c'est au moment où on prescrit l'anxiolytique, le Xanax, le Serestat, etc., on parle directement de l'arrêt. On se dit, bon, monsieur, madame, je vous le prescris, mais attention, ce médicament, on part sur 2 semaines, 1 mois max, ok? Et dès maintenant, on va commencer à réfléchir à comment on va le baisser, on va l'arrêter. Ok, donc voilà une autre indication, la dépression, trouble anxieux dépressif. Après, évidemment, les insomnies, mais les insomnies liées principalement à l'angoisse, à l'anxiété, hein, c'est-à-dire que l'insomnie, bon, évidemment, il y a différentes causes d'insomnie, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir du fait de leur anxiété, de leur angoisse. Ça rejoint peut-être un peu la première indication dont j'ai parlé, mais voilà, parfois, il faut savoir calmer les gens pour qu'ils puissent retrouver un peu le sommeil. Et pareil, là, on ne part pas sur une très longue durée. Enfin, c'est une prise en charge globale. Prise en charge globale, ça, c'est un outil du traitement. Mais voilà, c'est une genre de béquille qu'on peut utiliser un certain temps, mais on part sur
quelque chose qu'on veut arrêter quand même rapidement. Ok. Après, que dire? Le sevrage à l'alcool, autre indication, quelqu'un qui est dépendant à l'alcool, eh bien, la dépendance à l'alcool, et comme d'autres dépendances, le problème, c'est que vous ne pouvez pas arrêter comme ça. Hein. Si vous arrêtez l'alcool comme ça, vous allez tomber malade. Vous allez souffrir, vous allez faire un syndrome de sevrage, vous pouvez même convulser, ou faire un délirium tremens. Vous avez déjà vu peut-être dans les films ou dans les livres, quelqu'un qui arrête l'alcool, qui est en sueur, qui ne se sent pas bien, qui est agité, qui voit des araignées, des rats partout. Bon, voilà, un syndrome de sevrage à l'alcool. Donc, on est obligé d'accompagner l'arrêt de l'alcool avec voilà, ce traitement qui va permettre de faire la décroissance et de ne pas trop subir le syndrome de sevrage. L'alcool, et après, au-delà des indications psychiatriques, on va dire, c'est aussi utiliser ce genre de traitement dans certaines épilepsies, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une première crise, etc. En général, pendant quelques semaines, on lui donne un petit peu de benzodiazépine pour éviter justement que ça arrive. Voilà, mais, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir du coup les effets aussi indésirables potentiels. Là, je vous ai parlé des grandes indications. Et vous avez vu, c'est quand même assez cadré. Donc oui, on peut prescrire ce médicament dans ces situations. Le problème chez nous, c'est quoi? C'est que peut-être déjà, on en consomme beaucoup trop peut-être, alors que parfois, il n'y a pas forcément lieu. Les consommations sont prolongées. Il y a des gens qui prennent ça pendant des mois, des années. Des années. Non, c'est pas un médicament qu'il faut prendre pendant des années. Donc, voilà, regardez, c'est tout petit. Je vais vous dire une phrase, vous allez me dire si vous allez avoir la référence cinématographique. Quelle étrange fatalité qu'on puisse éprouver tant de peur et de doute au sujet d'une si petite chose. Mettez-moi en commentaire si vous avez la référence cinématographique, je ne vous donne pas la réponse. Du coup, les effets indésirables. Bon, déjà, à court terme, on va avoir grosse fatigue. Hein. Pour certaines personnes, par exemple, elles vont prendre leur cachet du soir, le lendemain matin, cassé quoi. Trop difficile de se réveiller. Surtout qu'elles n'ont pas toutes, ils n'ont pas toutes la même demi-vie. C'est-à-dire qu'il y a certains d'entre eux qui s'éliminent plus rapidement que d'autres. Il y en a qui mettent du temps. Et du coup, vous le prenez par exemple le soir, il y en a qui vont être encore sous l'effet du médicament le matin. Et pour peu qu'en plus vous en prenez la journée, ça vous casse quoi. Donc somnolence, fatigue, vertige. Le danger là, c'est chez la personne âgée. Vertige, trouble de l'équilibre, chute. Personne âgée qui chute. Station au sol prolongée, si on habite tout seul, compliqué de se relever, ou alors ostéoporose, fracture du col du fémur, fracture du poignet, et après les conséquences qui en découlent. À côté de ça, autre effet indésirable, problème de mémoire, trouble de la mémoire, à court terme sûr, à moyen terme, long terme, est-ce que ça peut favoriser des démences type Alzheimer, etc. Bon, c'est controversé. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait un peu une revue de la littérature, j'ai regardé des études. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. À voir un petit peu avec le temps. En tout cas, sur le court terme, c'est sûr que ça vous donne des troubles de la mémoire. Ensuite, troubles de la vigilance. Donc, il ne faut pas conduire, quoi, normalement avec. Hein. Vous n'êtes pas hyper vigilant, hyper concentré. Ça peut être dangereux. Il ne faut pas l'associer le traitement à l'alcool ou aux opiacés. On va avoir une augmentation sinon justement de l'effet. Donc ça peut être très dangereux. De toute façon, médicaments et alcool, ça ne va jamais avec. Et puis après, les grands risques. Les grands risques, c'est quand même la dépendance. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens vont devenir dépendants à ce genre de médicaments, rechercher l'effet justement qui est apporté et avoir l'impression qu'ils ne peuvent pas s'en passer. C'est-à-dire, parce que certes, ça marche bien, ça marche très vite en fait. C'est-à-dire que vous êtes très mal, angoissé, vous prenez ça, dans la demi-heure, l'heure qui suit, vous sentez un apaisement et vous dites, ah ouais. Et alors à ce moment-là, vous dites, pourquoi galérer, pourquoi souffrir? À chaque fois que j'ai cette sensation, je vais prendre ça. Et même sans l'avoir, après, le corps réclame. Il a besoin de ce médicament. Et donc, je parlais de syndrome de dépendance, enfin de dépendance. Qui dit dépendance, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, qui dit syndrome de sevrage. Vous allez arrêter ce médicament, vous allez être anxieux, vous allez avoir une tension musculaire, vous n'allez pas réussir à dormir, vous allez être agité, franchement, vous allez faire des cauchemars. Horrible, syndrome de sevrage, horrible. Donc voilà un petit peu les effets indésirables. Donc il faut partir du principe qu'on va prescrire ce genre de médicaments de manière courte, maximum, voilà, 3 mois de traitement avec une décroissance qui est déjà programmée.
Voilà, sur certaines indications, vraiment, on peut avoir une prescription d'une semaine. Voilà, une semaine, 2 semaines, par exemple, au début d'un traitement pour la dépression, le temps que le traitement antidépresseur fasse effet, on part sur une petite durée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu pour l'utilisation, pour l'effet indésirable que ça peut donner. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des situations, on ne peut pas le prendre. Par exemple, si vous avez une grosse insuffisance respiratoire, d'accord, bah ça déprime un petit peu le système respiratoire. Bon, bah voilà, il y a des situations comme ça, on ne peut pas donner. Bon, je ne vais pas faire toute la liste des contre-indications du médicament. Hein. Vous savez, il y en a souvent pas mal, il n'y en a pas 4000, mais bon, ce n'est pas trop le sujet de la vidéo. Donc, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'arrêt. Donc l'arrêt, comme je vous l'ai dit, on va l'anticiper. C'est toujours bien de commencer le traitement en se disant, je commence un médicament en sachant qu'il y a un moment donné, et ce moment donné, ça peut être maintenant, je pense déjà à l'arrêter. Ok? On va essayer de penser à l'arrêt, de le prévoir. Certes, des fois, on est dans des situations où il y a beaucoup de charges, on va dire, en nous. C'est compliqué de penser à ça, mais c'est quelque chose à mettre dans un coin de la tête. Très important. Donc, parce qu'après, il va falloir justement voilà, éviter le syndrome de sevrage et tout ça à l'arrêt. Donc, on va avoir des règles un petit peu pour faire une décroissance. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'est d'être préparé psychologiquement, de l'avoir en tête, qu'au bout d'un moment, cette béquille, on va devoir s'en passer. On va diminuer peut-être, par exemple, sur une première semaine, ensuite à l'arrêt, de 25% la dose journalière. Si par exemple, je ne sais pas, bon ça c'était du Serestat 10 mg. Imaginons, oxazépam 10 mg, vous avez 4 cachets comme ça dans la journée. Bon, 25%, c'est un quart en moins. Disons que par exemple, celui du midi, on va le sauter sur une première semaine. Et ensuite, on va décroître au fur et à mesure, au fil des semaines. Voilà, et on n'est pas non plus à une semaine près. On peut se programmer, voilà, un arrêt sur quelques semaines, voire mois, au fur et à mesure, de manière progressive, sans être trop ambitieux, surtout si la prescription date depuis longtemps. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens, vous retrouvez, vous les voyez pour la première fois, ils ont ça depuis 6-7 ans. Vous ne pouvez pas leur arrêter ça en un mois, en fait, c'est pas possible. D'accord? Et j'ai des exemples, par exemple, de patients qui prenaient du Valium. J'ai un patient qui prenait du Valium depuis perpète, à plusieurs doses par jour, à une dose, je ne sais plus, 5 ou 10 mg, j'en sais rien. Bon, on arrête de manière progressive, sur la durée, et puis arrive un moment où vous bloquez quand même. Par exemple, avec ce patient, je bloquais, parce que j'étais arrivé sur une dose quand même beaucoup moindre par rapport à celle du début, mais on arrive à ce stade où c'est difficile de baisser plus. Donc, on ne perd pas espoir. Des fois, il faut se dire, bah, c'est tout, on fait la pause, on laisse du temps, et on rebaisse à un autre moment, quand ça va mieux. Il faut s'adapter, d'accord. Mais la plupart du temps, le sevrage se fait en ville, quoi, en ambulatoire. Vous n'allez pas à l'hôpital pour arrêter votre Xanax, vous voyez. Donc, c'est aussi ce lien, ce rapport que vous avez aussi avec le médecin, que vous devez voir de manière régulière, et évaluer les traitements, faire la décroissance, être accompagné, réévaluer l'efficacité, voir s'il n'y a pas de syndrome de sevrage qui s'installe. Tout un boulot, hein, tout un boulot, mais il faut rester positif, d'où l'importance du renforcement positif. Cette personne, elle est là, devant moi, on est passé, je ne sais pas, de l'équivalent de, je sais pas moi, 25-30 mg de Valium par jour à 10 mg. Certes, on n'a pas tout arrêté, monsieur, c'est très bien. On part de là, on est arrivé là, il y a quand même eu un truc qui s'est fait. Donc certes, on n'a pas fini, mais soyons positifs. Soyons positifs, hein. Si on est là dans le négatif, alors que franchement, on a fait un gros boulot, on va pas avancer. Non, non, il faut noter, il faut souligner les efforts qu'on a fait. Et ça, c'est très important. Soulignons les efforts, il faut en faire. Ça encourage les personnes justement à continuer à en faire, à pas perdre espoir, désespérer. Et puis voilà, et des fois, oui, ça peut arriver, il y a des personnes qui ont une mauvaise passe, ça rechute un peu, on reprend. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est pas le top. Hein. On va pas dire c'est bien, bravo. Mais on va dire, il y a un travail avant qui a déjà été fait, on peut refaire, d'accord? On peut refaire. C'est un peu comme en muscu aussi. Vous voyez, par exemple, vous faites de la muscu pendant un certain temps, vous prenez un bon volume, après vous arrêtez, vous perdez un petit peu, mais quand vous reprenez, eh ben, vous reprenez plus vite qu'avant, que la première fois. Voilà, il y a ce truc aussi où on se dit, des fois, on peut avoir une mauvaise période, ça va moins bien, mais il faut garder en tête que l'objectif, c'est d'arrêter, et du coup, on va s'y remettre,
et puis voilà, quoi, tout doucement. Il n'y a pas de traitement de substitution, c'est-à-dire que vraiment, là, l'idée, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter sans qu'il y ait quelque chose qui remplace. Sans qu'il y ait quelque chose qui remplace, il faut cet accompagnement avec votre médecin, avec une psychothérapie aussi. On peut avoir l'accompagnement avec un psychologue, faire aussi ce qu'on appelle des TCC, thérapie cognitive ou comportementale. Le sevrage en hospitalier, très rare. Enfin, très rare. Ça dépend vraiment de la situation, de l'association à d'autres traitements, de la situation du patient, etc. Mais en général, quand même, ça se fait en ville, quoi, chez vous, avec l'accompagnement que vous avez avec votre médecin, etc. Et puis, je réfléchis si... Non, c'est tout. Donc voilà, vous voyez, il y avait quand même pas mal de choses à dire sur les benzodiazépines, toute cette famille de traitements, qui est quand même très consommée en France, beaucoup trop consommée peut-être. Beaucoup trop consommé en France peut-être. Donc voilà, après maintenant les perspectives, si tout ça, si cette vidéo par exemple était une rédaction qu'on fait au lycée, thèse, antithèse, synthèse, petite ouverture, de quoi on peut parler? Peut-être aussi des alternatives non médicamenteuses qui peuvent nous aider à gérer l'angoisse, les insomnies, l'anxiété, etc. Là, j'ai acheté hier un livre comme ça, je vais vous le lire, je vais vous dire ce que j'en sors. Dr Steven Loreis, la méditation, c'est bon pour le cerveau. Donc voilà, alors c'est un neurologue, professeur neurologue, directeur de recherche FNRS, dirige le centre du cerveau au CHU de Liège. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne, je verrai si j'en fais une vidéo. Peut-être j'essaierai de le contacter, ce médecin, si j'aime bien la vidéo. Le livre, on verra. J'ai pas de partenariat, etc. C'est juste que je suis parti hier à la librairie, j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, c'est assez intéressant, on va lire un petit peu. Et d'ailleurs, petite parenthèse, rien à voir, je vous invite aussi à lire. Ok, franchement, lire, c'est quand même quelque chose qui va déjà, vous détendre, mais au-delà de vous détendre, ça vous apporte tellement de savoir, de connaissances sur le monde qui vous entoure, sur les choses qui sont possibles, parce que des fois, vous lisez des choses dont vous n'êtes pas au courant, on vous en a jamais parlé, et une fois que vous les découvrez, vous dites, ah ouais, quand même. Et après, du coup, ça vous donne envie de lire quelque chose d'autre qui s'y apparente. Et après, c'est un cercle vertueux. Et le fait de savoir toujours plus de choses, c'est vraiment quand même, à notre époque, et je pense que ça a toujours été le cas, un outil incroyable pour avancer dans la vie. C'est la petite parenthèse de cette fin de vidéo. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, peut-être poser vos questions. J'essaierai d'y répondre. Et puis on verra du coup sur quelle thématique on rebondira. J'avais dit il n'y a pas longtemps que je ferai une vidéo sûrement sur les corticoïdes, la cortisone, médicament incroyable avec une efficacité de dingue, mais aussi avec beaucoup d'effets indésirables sur le long terme, sur lesquels justement il faut être au courant, se prémunir pour l'accompagnement, etc. Ça dépend un petit peu de la manière dont le traitement est prescrit. S'il est prescrit de manière très courte, dans une indication précise, ou si c'est un médicament longue durée pour certaines maladies chroniques, comme les maladies inflammatoires, etc. Et on fera une vidéo peut-être aussi, j'ai montré tout à l'heure la fluoxétine, donc du L'Oxétine, venlafaxine, etc. Les antidépresseurs, qui sont bien à différencier des anxiolytiques, qui n'est pas la même chose. Enfin bref, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.